Me revoilà. Merci, Caroline. Alors, je vous invite à poser des questions à Caroline ou des questions d'ordre général par, par le chat. Nous n'avons aucune intervention au moment où on se parle. Je passerai donc la parole à Kim Cornelissen qui va nous parler. Là, sur le petit écran, je pense que tout le monde a, Étienne, c'est ça? Tout le monde a le petit écran où se trouve Kim. Alors, je te laisse la parole, Kim. Ben, bonjour tout le monde. Merci Denise pour l'opportunité pour le webinaire. Merci beaucoup Caroline. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Puis c'est intéressant parce que c'est vraiment d'un côté la chercheuse et de l'autre côté la réalité sur le plancher des vaches, si je peux dire. Moi, je vais faire un petit peu comme Caroline, c'est-à-dire que j'ai séparé ma présentation d'un côté sur 5 enjeux. Les 3 premiers enjeux, c'est vraiment sur le contexte en politique municipale pour les femmes et le genre de choses dont on devrait se préoccuper si on veut qu'il y en ait plus. Et la deuxième section, c'est vraiment les dossiers. On va passer les dossiers typiques des municipalités. Contrairement à Caroline, par contre, qui s'est attardée beaucoup aux grandes villes comme Montréal et même Ottawa, je vais m'attarder peut-être un peu plus aux villes moyennes, c'est-à-dire à partir de la taille, mettons, de 80 000 et moins, parce que une ville comme Montréal, c'est très gros, c'est très lourd et tout. Puis il y a comme toute une autre réalité pour les municipalités qui sont un petit peu plus petites et beaucoup plus petites. Mais selon moi, ça finit par se rejoindre. Puis à la fin, je vais juste peut-être finir par une approche stratégique sur comment on peut s'assurer qu'il y a une meilleure égalité. Il y a effectivement l'approche féministe plus traditionnelle qui est vraiment sur les inégalités, mais je pense qu'il faut aussi aller en chercher une autre approche qui, elle, est carrément sur aller chercher le pouvoir, euh, qui est une autre façon de faire là, directement. Alors, je pense que le premier enjeu, et ça va peut-être vous sembler étrange, mais le premier enjeu dans le milieu municipal auquel on devrait s'attarder, et malheureusement on ne le fait pas assez, c'est qu'on a encore un milieu où tout est au masculin. Si on pense au ministère des Affaires municipales au Québec, le ministère des Affaires municipales parle de maire, parle de candidat, parle de directeur général, parle toujours au masculin. Pourquoi c'est important de faire des pressions pour que ça change, et les médias font pareil en passant, c'est que la politique, c'est au départ fortement une question d'impression, de perception. Donc, les hommes partent avec une très grande longueur d'avance quand tout est au masculin en partant tout le temps. Et malheureusement, quand on voit qui se fait élire de fois en fois, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier l'impact de la perception des gens. La deuxième chose, c'est, je pense qu'on le sait tout un petit peu, c'est que comme c'est pas un monde où les femmes sont arrivées bien après les hommes, on a le fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire d'avoir l'impression de ne pas être à la bonne place. Et ça a tendance à toucher beaucoup plus les femmes que les hommes. Et nous, on avait remarqué au réseau des élus municipaux de la Montérégie-Est qu'il n'y avait pas une femme qui allait au pouvoir pour aller au pouvoir. Elle allait toujours au pouvoir parce qu'il y avait un dossier, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle allait là pour défendre les enfants, elle allait là pour défendre l'environnement, mais c'était jamais, et je m'inclus dans le lot, c'était jamais juste pour aller au pouvoir, pour prendre le pouvoir, ce qui n'est pas nécessairement le cas des gars. Puis on sait celles qui ont, et ceux qui ont essayé de recruter des élus municipaux, on sait à quel point c'est beaucoup moins facile pour d'aller chercher les femmes que les hommes. Et la dernière chose, qui n'est pas un détail non plus, c'est qu'on n'a pas encore énormément, puis ça je pense que tout le monde le sait, de modèles très intéressants en politique municipale au niveau des femmes, pour 2 raisons. Un, parce que souvent on ne sait pas ce qu'elles ont fait, ou deux, il n'y en a pas énormément. Et là, cette année, heureusement dans le malheur, là, Colette Roy-Laroche, la mairesse de Lac-Mégantic, a vraiment montré à tout le monde que oui, il y avait moyen, oui, c'était très intéressant une femme au pouvoir, puis qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et ça a été frappant parce que j'étais au congrès de la Fédération québécoise des municipalités et ce que Mme Roy-Laroche était là et ce qu'elle a dit à l'ensemble des mairesses, maires, conseillères et conseillers, c'est si cet événement-là peut faire qu'on va voir plus qu'est-ce que les femmes font, c'est déjà ça de gagner, et qu'on voit plus qu'est-ce que les élus qui ne sont pas dans le monde de la corruption justement peuvent faire, ça va être ça en aura valu la peine. Fait que, et en passant, je fais une parenthèse, le logiciel qu'on emploie en ce moment est uniquement au masculin. J'avais d'ailleurs fait des représentations pour qu'il y ait le féminin aussi. Fait que ça pourrait peut-être se faire par la gamme d'Oregon aussi. Parce que c'est pas, selon moi, c'est pas un détail.
Et juste pour finir sur la représentation masculine, les femmes ont beaucoup de misère à se faire appeler préfète parce que c'est pas beau. Or, ce que ça laisse comme impression, c'est que c'est la place des gars, les préfets, et non pas la place des femmes également. Alors, je pense que ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Le deuxième, c'est de changer un petit peu les procédures. Puis là, il y en a 4 ou 5 qui me viennent en tête tout de suite. Il y a beaucoup de maires et quelques mairesses qui s'imaginent que le poste leur est dû. Une fois qu'ils sont maires ou mairesses, comme il n'y a pas de double mandat, comme on peut voir pour la présidence aux États-Unis, ben, tu as des maires qui sont là depuis 35 ans. Alors ça, pour faire changer les pratiques et augmenter le nombre de femmes en politique, c'est plutôt compliqué. On a la chance par bout de voir ces maires-là qui se font dérouter, qui se font, comment dire, qui perdent leur poste face à des gens plus jeunes, face à des femmes aussi. Mais s'il y avait des principes comme 2 mandats maximum, on aurait moins ce problème-là. Une des raisons pourquoi c'est important, c'est entre autres parce que les maires et mairesses ont énormément de pouvoir. Et moi, je trouve que le pouvoir est très peu délégué aux conseillères et conseillers, ce qui fait que les dossiers qui sont traités, c'est souvent ceux qui intéressent les maires ou les mairesses. Et dans bien des cas, ça ne se rend pas jusqu'au conseil municipal. La deuxième chose qui crée ce problème-là, et encore aux élections de 2013, on vient de le voir, au Québec, la moitié des mairesses et maires ont été élus par acclamation. Ce que ça signifie, c'est que dans toutes ces municipalités-là, les gens ont perdu le droit de vote, puisqu'ils ne peuvent pas voter pour 2 choix. Et l'effet pervers que ça a, c'est que si tu es élu par acclamation plutôt qu'être élu par élection, tu n'as pas eu le temps de défendre tes dossiers puis de dire, moi, je veux vraiment être au pouvoir pour telle raison. Tu es élu par acclamation, donc après ça, tu ne sais pas si la population est de ton côté, donc tu as tendance à pas trop en dire puis à agir un petit peu tout seul. Et à l'époque, on disait, ah, ben, je suis élu par acclamation, les gens doivent être contents de ce que je fais. C'est remis en question, cette chose-là. Ce qui nous amène au troisième point, qui est l'absence d'information. Comme je vous disais tantôt, les femmes ont tendance à aller au pouvoir pour défendre quelque chose. Or, si on n'est pas au courant des grands débats de la municipalité, si on n'est pas au courant de ce qui ne va pas, ben, on a moins de chances d'aller chercher les femmes. Et d'ailleurs, à l'époque, au réseau des élus municipaux, la meilleure façon de les envoyer au pouvoir, c'était de les convaincre de venir au conseil, à une séance de conseil municipal. Soit qu'on ne les voyait plus jamais, soit qu'ils disaient ça n'a pas de bon sens, il faut changer les choses. Et ça disait aussi, je suis capable de le faire. Au réseau des élus municipaux aussi, ce qu'on avait fait à l'époque, c'était un conseil d'administration de mairesses et conseillères et on autorisait au moins 3 postes qu'on réservait à des femmes qui s'intéressaient à la politique, mais qui voulaient savoir un peu ce que ça valait. Parce qu'un des plus grands défis qu'on a pour que les femmes prennent leur place au pouvoir, c'est qu'elles aient l'impression que c'est qu'elles connaissent ce monde-là. C'est-à-dire qu'elles voient que ce n'est pas la fin du monde, parce que clairement, ce n'est pas la fin du monde, et qu'elles sachent qu'elles peuvent faire une différence. Et la meilleure façon d'avoir une femme au pouvoir, ce n'est pas de lui dire si tu étais au pouvoir, ce serait chouette pour toi. C'est un peu comme disait Caroline tantôt, ce qui est intéressant, c'est plus de dire bien écoute, si tu étais au pouvoir, on pourrait travailler ensemble pour tel dossier. Les femmes se sentent beaucoup plus à l'aise quand elles travaillent ensemble dans des dossiers que si elles ont la responsabilité seules, pas parce qu'on n'est pas capable de prendre des responsabilités, mais on aime mieux travailler à la gang de façon générale. Ensuite, on a vu au Québec depuis quelques années déjà tout le problème de la corruption et de la dénonciation. Il y aurait peut-être des études pour prouver ça, mais on voit très clairement au Québec que ça demeure un phénomène presque exclusivement masculin et qu'il y a beaucoup de chiens de garde, en parenthèse, qui sont des femmes. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là pour, dans le fond, resserrer les règles face à la corruption, mais vraiment resserrer, parce qu'en ce moment, l'impression que on a, entre autres dans les municipalités, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi, puis il n'y aura pas trop de, même si les règles ne sont pas respectées, il n'y a pas trop de conséquences. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il serait intéressant de tabler. Ensuite, l'autre enjeu, qui est comme mon troisième enjeu, c'est que, ça a l'air drôle à dire, c'est qu'on prenne notre place. Parce que le pouvoir, ça appartient autant aux femmes qu'aux hommes, mais on est encore dans un milieu où est-ce que c'est plus les hommes qui prennent la place. Et le premier, toutes celles qui ont essayé de convaincre des femmes d'aller en politique, on entend toujours « Ah, oh, je suis pas prête. Ah, oh, peut-être la prochaine fois. Ah, oh, on entend vraiment ça. Sauf, encore une fois, si c'est « Garde, on a vraiment besoin de toi parce qu'on veut faire avancer tel dossier. » Puis encore là, le pourcentage de femmes qui acceptent d'aller en politique n'est pas trop grand. Pourtant, les femmes, une fois qu'elles sont en politique, d'habitude, elles s'ajustent tout à fait et elles sont capables. Une des raisons pourquoi on a l'impression qu'on n'y réussira pas, c'est qu'on se met les barres vraiment très hautes. Puis je pense que dans tous les conseils municipaux, on a vu le cas où les femmes s'intéressent à 22 dossiers
puis elles lisent tout, puis elles arrivent là, puis elles sont vraiment très, 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 très préparées. Et à côté de ça, il y a d'autres collègues, des hommes ou des femmes, qui, eux autres, ont lu un peu, ont regardé un peu, puis jugent sur le cas. Je pense qu'un des défis, c'est de montrer aux femmes qu'elles ne sont pas toutes seules là-dedans. Les décisions, ça se prend à la gang, et ça se prend avec des fonctionnaires aussi, ça se prend avec des gens qui les aident. Entre autres, le budget annuel qui fait peur à bien des gens, c'est beaucoup plus facile de faire un budget annuel quand tu es élu municipal parce que tu as des fonctionnaires, tu as d'autres gens autour, que de faire ton budget familial, où est-ce que tu n'as pas aucune aide. On utilise aussi souvent la raison que les femmes ont des enfants, c'est pour ça qu'elles ne vont pas au pouvoir. Ben, il y a plein de femmes qui ont des enfants, qui ont des jeunes enfants et qui sont allées au pouvoir pour ça. Qui sont allées au pouvoir pour défendre leurs enfants. Elles ont souvent commencé au conseil d'établissement, au loisir et tout ça. Alors, c'est plus un choix de vie que de dire je ne peux pas y aller parce que j'ai des enfants. Et c'est fondamental que les jeunes parents soient au pouvoir parce que la municipalité, elle s'adresse d'abord à la vie quotidienne, puis la vie quotidienne où est-ce qu'on élève nos enfants, c'est la municipalité. Plus la municipalité est intéressante, plus ça va être intéressant pour les enfants, c'est comme leur nid, ce qui fait que ça risque de faire des adultes plus intéressants aussi. Par contre, ce qu'on a regardé, ce qu'on a remarqué au fil des ans avec le réseau des élus municipaux, c'est que plutôt que de suggérer à une femme d'aller au pouvoir toute seule, c'est de suggérer d'y aller à plusieurs, soit à former des équipes ou en tout cas à y aller à 3-4 pour éviter l'effet qu'on a constaté à plusieurs places. C'est quand tu es la seule femme, on le sait tous, quand tu es la seule femme dans un conseil municipal, tu es la bébite bizarre qui dérange. Alors que quand tu es déjà 2-3, ben, cet effet-là disparaît totalement. On connaît la fameuse règle du 30 fait que c'est important d'y aller vraiment en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que durant ce temps-là, on peut vraiment avoir des idées communes qu'on peut défendre de façon commune. Et c'est plus facile pour la campagne électorale, c'est plus facile pour à peu près tout. Ensuite, dernièrement, un des problèmes qu'on a qu'il faut combattre, c'est la fameuse idée les politiciens n'ont pas de sexe dans le sens où que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Je pense que Caroline était assez claire sur les changements que ça fait, puis je vais vous en reparler tantôt. On est obligé de défendre à la fois la quantité et la qualité. Et effectivement, on peut se ramasser avec des femmes qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous, qui n'ont pas nécessairement le sens du bien commun, qui ne sont pas féministes, mais ça fait partie de la réalité que le conseil municipal devrait être autant composé de femmes que d'hommes. Et la vertu n'est pas une qualité plus féminine que masculine, mais la compétence non plus. Puis là, je n'embarquerai pas dans les questions de compétences parce que la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est qu'alors qu'on questionne la compétence des femmes, puis Dieu sait que les femmes le font elles-mêmes, il n'y a aucune évaluation de la compétence. Alors, moi, je considère que ce sujet-là, soit qu'on ne l'aborde pas, soit qu'on l'aborde pour vrai. Puis là, on aurait bien du fun parce que je ne suis pas sûre que les femmes y perdraient. Une des choses qu'on constate aussi sur le terrain, c'est à quel point les femmes parlent peu. C'est-à-dire qu'elles sont élues municipales, elles sont représentantes, mais tant qu'elles ne sont pas sûres de leur affaire, elles n'osent pas trop parler, pas trop questionner. Bien, ça ne sert pas à énormément de choses d'avoir des femmes au pouvoir si elles ne parlent pas, si elles n'osent pas questionner. Fait qu'il faut vraiment se donner le courage de le faire. Puis encore là, si elles ne sont pas seules à aller au pouvoir, elles vont peut-être oser le faire, mais puis je sais qu'il y a des ateliers prendre la parole et tout ça, mais moi j'ai l'impression pour que ça soit efficace, qu'il y ait plus de femmes qui osent parler et questionner, il faut montrer des exemples sur ce que ça a donné, d'avoir osé parler, d'avoir questionné. Par contre, ça m'amène au corollaire qui est à l'époque, quand je faisais la formation au réseau des élus, je leur disais, il faut choisir nos chevaux de bataille. Parce qu'une municipalité, le principe même d'une municipalité, c'est qu'elle a plein de dossiers différents. Fait que si on part en guerre contre 12 dossiers, ben c'est bien de valeur. Ça ne marchera pas en stratégie, ça va être difficile de travailler avec les autres. Alors, l'idée, c'est d'avoir 3 ou 4 dossiers fondamentaux. Je pense tantôt, par exemple, Caroline, ce qu'elle disait sur la sécurité dans les rues, par exemple. Ça, c'est un dossier fondamental sur lequel on ne bouge pas. Mais comme en politique, il faut faire des concessions. Pour qu'on ait l'appui des gens face à ce dossier-là, bien, sur d'autres dossiers, des fois, c'est plate, mais il faut céder un peu. Je me rappelle d'une fois où, pour sauver l'idée d'une garderie, qu'il puisse y avoir une garderie privée dans le village, ben, j'ai dû céder sur le fait que le cercle des fermières n'aurait pas de subvention cette année-là. C'est très plate, mais je trouvais que les deux sujets n'étaient pas de la même importance en quelque part, donc j'ai cédé sur un pour avoir l'autre. Parce que sinon, on devient celle qui est toujours en train de dire non, celle qui est toujours en train de protester, puis ça n'aide pas vraiment. L'autre chose, c'est que les femmes dans plein de municipalités, si on ne fait pas attention, ont tendance à se faire attribuer ce que la directrice générale de la municipalité chez nous appelait les fleurs-fleurs. C'est-à-dire tous les dossiers qui n'ont pas vraiment de conséquences. Tous les dossiers où il n'y a pas de pouvoir,
Et c'est bien beau, là, c'est bien chouette, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à vraiment pouvoir changer les choses. Euh, Parce que quand on tombe sur la question des dossiers, moi, je pense de plus en plus qu'il est fondamental qu'il y ait des hommes et des femmes dans chacun des dossiers. Et là, je vais partir un peu sur les responsabilités typiques des municipalités. Comme je disais tantôt, je parle plus au niveau des municipalités un peu plus petites que Montréal, parce que Montréal a à peu près tous les dossiers de la planète, là. Euh, Puis au départ, c'est important de noter, dans les municipalités, il y a des dossiers qui sont obligatoires, dont on doit s'occuper, il y a des dossiers qui sont optionnels. Et comme par magie, ça reprend un peu ce que Caroline disait tantôt, la voirie, le transport, c'est obligatoire. Donc, on peut mettre d'énormes sommes là-dessus parce qu'il faut s'occuper de la voirie et du transport. Même chose avec la collecte des déchets. Même chose avec l'hygiène du milieu en général. Mais si vous voulez vous occuper de culture, c'est optionnel. Donc, vous allez devoir vous battre pour qu'il y ait de l'argent pour la culture. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile de convaincre une municipalité de mettre 350 000 pour des tuyaux que de mettre 3 500 pour un événement culturel. Pourtant, quand vous regardez les sites Internet des municipalités, il y a beaucoup plus de choses sur la culture que sur les tuyaux, de façon générale. Pourquoi c'est important la voirie et le transport? Bon, au départ, tu as toute la question de la sécurité qui est en jeu. Tu as toute la question par exemple, du transport plus environnemental, toute la question du transport actif, par exemple. Tu as toute la question, est-ce que la ville, quand elle conçoit sa voirie et son transport, est-ce qu'elle se fout complètement des questions environnementales? Est-ce que ça passe à côté des écoles? Tu sais, c'est toutes des questions où les femmes ont d'ailleurs du plaisir à s'en occuper. Sécurité publique, toute la question de la police, des incendies. Il y a une étude qui avait été faite à un moment donné dans une petite ville appelée Otterburn Park, à savoir si les gens étaient satisfaits des services de police et d'incendie. Et de façon globale, ça disait oui, on est très content, à 90 je ne sais pas trop quoi. Sauf que quand on faisait une analyse ADS, une analyse différenciée selon les sexes, on se rendait compte que les femmes n'étaient pas du tout contentes, mais que les gars l'étaient beaucoup plus. La raison, c'est que de façon générale, les hommes n'avaient pas de dépendants, ce qui fait que pour eux autres, la police, les incendies, ça ne les préoccupait pas, alors que les femmes, elles, bien sûr, ça les préoccupait. Urbanisme, logement et mise en valeur du territoire. On a des villes faites ça a été fait beaucoup par des hommes, les bâtiments sont faits par des hommes, les parcs sont faits de façon générale. Imaginez tout le plaisir qu'on peut avoir à se mêler de ce dossier-là, parce que c'est non seulement la beauté des villes, mais c'est comment elles fonctionnent. Par exemple, il y a eu plusieurs études qui ont été faites avec des enfants qui se promènent dans la ville. Ça, c'est souvent des projets qu'on fait des hommes et des femmes, c'est intéressant. À Vienne, il y a des femmes qui se sont intéressées à mettre tous les panneaux les panneaux d'avertissement. Avant, c'était toujours des gars, mais là, ils ont décidé de commencer à mettre des femmes. Ça, c'est à Vienne. Il y a plein de choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Toute la question du logement. On sait qu'il n'y a pas juste des propriétaires dans une ville. Toute la question de la mise en valeur du territoire. Comment est-ce qu'on peut avoir une ville qui est plus en santé? Comment on peut avoir une ville plus verte? C'est sûr que ça intéresse des hommes aussi. Puis en passant, ce qui est frappant souvent, c'est qu'on se rend compte que quand les femmes se décident à parler et se décident à questionner, souvent il y a des gars qui vont oser après aussi, qui n'avaient pas parlé non plus. C'est intéressant parce que ça change un peu comment les choses fonctionnent. Loisirs et vie culturelle, c'est sûr, mais là, les femmes ont tendance à aller beaucoup vers ça. Or, les loisirs et vie culturelle, en passant, c'est deux dossiers totalement optionnels. Autant les loisirs que la vie culturelle. Et la dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est peut-être plus frappant depuis quelques années, c'est qu'on dirait que les villes sont devenues des entreprises, c'est-à-dire qu'elles parlent d'économie à tour de bras, elles ne parlent que d'économie. Or, si vous regardez les responsabilités fondamentales d'une municipalité, l'économie n'est pas vraiment là au départ, mais on est devenu qu'on ne parle que de ça. Or, la pire chose qu'on peut faire avec une municipalité, c'est de mettre tout l'accent sur l'économie, parce que ça veut dire qu'automatiquement, on va en mettre moins sur d'autres dossiers qui sont tout aussi importants. Et vous savez que les municipalités n'ont pas le droit de faire de profit. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ne sont pas des entreprises, justement, puis elles ont d'autres choses à faire. Le cinquième enjeu, c'est la question de la représentation hors municipalité. Parce que s'il y a bien des places où il y a un pouvoir, c'est quand on siège à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération canadienne des municipalités et dans d'autres instances régionales comme les MRC, comme les régies. Les gens ne réalisent pas toujours ça, mais on n'est qu'à quelques contacts de l'ONU tout le temps. Alors, peu importe le dossier qu'on veut traiter dans une ville, et Dieu sait que la question femmes, l'ONU n'est pas loin, là. Caroline tantôt parlait de l'Union des gouvernements locaux, mais c'est un peu la même idée. Alors, c'est intéressant de savoir que si on a des bons contacts dans les associations municipales, et il y a très peu de femmes encore dans les conseils d'administration de ces associations-là,
bien là, on peut faire passer des dossiers directement au Québec, au Canada, puis après ça, dans le monde. Alors, profitons-en. Deuxième chose, c'est les élus sont appelés à suivre beaucoup de formations, ce qui est fort intéressant. Je recommande les formations de façon générale aux femmes élues. Et là, et l'important là-dedans, c'est autant les formations informelles que formelles. Et quand on faisait les colloques annuels au réseau des élus, on faisait attention à ce que minimum 50% des activités soient informelles, parce qu'entre élus municipaux, c'est comme ça qu'on se donne des trucs, c'est comme ça qu'on parle d'expérience. On avait même un système de soutien téléphonique pour cette question-là. Il y a énormément de choses en politique qui ne sont pas des questions légales, mais qui sont des questions de stratégie et tout, et c'est la meilleure façon de le faire. Alors, pogner tous les dîners, les soupers, c'est là que ça se passe souvent. En fait, mon dernier mot, c'est sur la question, est-ce que les élus municipaux devraient être féministes? Est-ce qu'on peut défendre les enjeux féministes et tout ça? Et là-dessus, moi, je pense que, pour l'avoir expérimenté, il y a beaucoup d'élus qui ont peur du mot féminisme, là, ça c'est clair, parce que, et même les femmes, parce que l'impression qu'elles ont quand elles sont en politique, c'est qu'elles sont autant en politique pour les hommes que pour les femmes. Alors, je pense qu'il y a moyen Puis oui, il y a des réalités comme les femmes et villes, comme le Conseil des Montréalaises, et ça fonctionne peut-être mieux dans les plus grandes villes, mais c'est pas parce que le mot féministe n'est pas là qu'on ne défend pas les questions qui touchent les femmes à tous les niveaux. Mais il faut comprendre que certaines municipalités, dès qu'on est un petit peu plus petit, qui se disent la santé, la sécurité, en gros, c'est pas ma responsabilité. Alors, il y a comme beaucoup d'éducation à faire pour dire non, la sécurité des gens, c'est une responsabilité municipale. De plus en plus, les municipalités d'ailleurs, maintenant, s'occupent de la santé, grâce entre autres au réseau Ville et Village en santé. Fait que, selon moi, il y a eu beaucoup de progression. Et je pense qu'une des raisons pourquoi il y a eu de la progression, c'est parce qu'il y a plus de femmes en politique de façon générale. Mais je pense qu'il y a des nouvelles approches à développer et de façon générale, je pense qu'on a encore, comment je pourrais dire ça, on a encore à démontrer pourquoi c'est une bonne idée qu'il y ait des femmes en politique autant que des hommes. Et moi, j'irais même jusqu'à dire plus, à la limite, sans problème. Je pense qu'on a un argumentaire à monter là-dessus. Parce que moi, ce que j'ai réalisé au fil des ans, et je termine avec ça, c'est que ça donne l'impression souvent qu'on est un lobby, comme le lobby environnemental, mais surtout comme le lobby des affaires ou n'importe quoi. Donc, c'est votre responsabilité. Faites avancer les choses si vous voulez, plutôt que ça devienne un dossier central qui est un dossier de gestion municipale comme le reste. Fait que la discussion est ouverte. Je remercie Kim. C'est un bel enjeu pour se terminer au niveau de la démocratie, à savoir que la question de l'égalité ou de la parité ou de la présence des femmes en milieu municipal est considérée comme ceux qui le portent comme un lobby plutôt qu'une responsabilité des structures mêmes. C'est vraiment un bel enjeu au niveau démocratique que tu nous souhaites.